Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, on va parler d'une date hyper importante dans le calendrier français, le 1er mai. Si tu regardes les horaires de n'importe quelle institution, entreprise, même celles qui sont ouvertes tout le temps, si elles ferment, ce sera exceptionnellement le 1er janvier et le 1er mai. Le 1er mai est aussi un jour très important dans beaucoup de pays européens et aussi un jour férié dans beaucoup de pays européens. Et pour une fois, ce n'est pas un jour férié en lien avec la religion. Ouhou! Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode de Noël et de Pâques. La France se revendique laïque, donc sans religion officielle. Mais nous avons beaucoup de jours fériés religieux, à commencer par le dimanche, le jour du Seigneur. Quand il s'agit d'attaquer les femmes voilées, la France est laïque. Mais quand il s'agit de jours fériés, elle est profondément catholique. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je referme la parenthèse. Le 1er mai est un jour de mémoire ouvrière, une journée de revendication sociale, une journée qui parle de temps de travail, de dignité, de rapport de force, de droits collectifs et même de manière un peu plus générale, une manière dont le pays se raconte et raconte son histoire sociale. Et en France, cette date a une place vraiment particulière parce qu'on y célèbre les travailleurs, mais on oublie souvent les luttes qui ont rendu ce jour possible. On offre du muguet, mais on ne sait plus toujours d'où vient cette tradition. On profite du jour chômé pour faire le pont. Le mois de mai, c'est le mois où il y a le plus de jours fériés de l'année. Et en général, les Français, le 1er janvier de l'année, regardent toujours le mois de mai pour voir s'ils vont pouvoir avoir des longs week-ends, pour pouvoir poser des jours et avoir, par exemple, un week-end de 4 jours grâce aux jours fériés et notamment grâce au 1er mai. Donc on profite de ce jour chômé, mais on ne mesure pas vraiment que le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé pour presque tous les salariés du secteur privé en France. Donc demain, le 1er mai, je voudrais qu'on en profite pour qu'on fasse ensemble quelque chose de simple, reprendre toute l'histoire. Je suis désolée, il y a mon chat qui a décidé de faire ses griffes à côté de moi. Donc on va reprendre toute l'histoire depuis les origines internationales du 1er mai jusqu'à son ancrage en France, en passant par Fourmi dans le Nord, Vichy, l'après-guerre, le muguet, les défilés syndicaux et surtout une grande question, pourquoi ce jour reste-t-il si important aujourd'hui en France? Attention, j'ai un petit disclaimer, j'enregistre cet épisode avec mes yeux d'entrepreneur. Je ne suis pas salariée, je n'ai pas jamais été salariée. J'ai été salariée, mais il y a très 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 longtemps, il y a 25 ans, et pendant pas très longtemps. Parce que j'ai été salariée, je pense 2 mois, et j'ai démissionné. J'ai dit non, ça va pas être possible. Donc je raconte cet épisode, je rédige cet épisode avec mes yeux d'entrepreneur. Je n'ai pas la mentalité d'une salariée. Et donc, forcément, certains aspects ou certaines causes défendues par les syndicats ne font pas partie de mes valeurs. Voilà, je suis obligée de le dire. Entrepreneurs et syndicats, en général, on n'est pas trop copains. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une raison. Alors, le 1er mai n'est pas né en France. Ouhou, pour une fois, comme le croissant, c'est pas quelque chose que les Français ont inventé. Le 1er mai n'a pas une origine française, mais à l'origine, l'impulsion vient du mouvement ouvrier international dans le contexte des luttes pour la journée de 8 heures. La référence historique retenue par les institutions françaises rappelle que la revendication prend une force particulière après les mobilisations ouvrières aux États-Unis en 1886, puis elle est officialisée comme journée internationale par la deuxième internationale réunie à Paris en 1889.
Alors, le cœur de la revendication est concrète, très simple, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Le travail humain doit avoir des limites de vie et le temps de vie ne doit pas être entièrement dévoré par le temps de travail. Alors, quand on le dit aujourd'hui, ça semble presque banal, surtout en Europe. Mais sauf pour les entrepreneurs, mais ça c'est autre chose. Et moi qui suis entrepreneur, ça me paraît encore aujourd'hui comme un miracle. Mais moi je travaille beaucoup plus que 8 heures par jour. Et parfois je travaille les week-ends, je travaille très souvent les dimanches. Mais à l'époque, les journées de travail étaient beaucoup plus longues, beaucoup plus dures, moins encadrées, dans un contexte d'industrialisation massive et de protection sociale encore très très faible. Les chronologies publiques sur l'histoire des relations du travail montrent bien que le 19e siècle est marqué par l'encadrement répressif des coalitions ouvrières, dont les syndicats, puis une lente émergence du droit du travail et du droit des grève commence à voir le jour. Et franchement, rien que pour ça, cette date reste moderne parce qu'au fond, la question n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, on débat sur la surcharge mentale, du burn-out, des horaires éclatés, du travail du dimanche, de la flexibilité, du télétravail qui déborde partout, des emails qui arrivent après 20 heures, de la frontière floue entre vie privée et vie professionnelle, tu vois. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a encore évidemment beaucoup de dérives, même aujourd'hui. En France, s'il n'y avait pas de cadre pour les employés, il y aurait encore beaucoup plus d'abus et beaucoup plus de dérives. D'ailleurs, voilà, je te dis, il y en a encore. Petite parenthèse de culture générale, notamment en France, il y a eu une affaire, un procès contre d'anciens dirigeants du groupe Orange qui avaient mis en place une culture de terreur, une culture épouvantable pour les salariés dans l'objectif qu'ils quittent leur emploi, qu'eux démissionnent plutôt que l'entreprise les renvoyer. Et il y a eu une vague de suicides. Les dirigeants ont été condamnés, mais ça a mis du temps et il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Donc le cadre toxique de l'environnement de travail, ça date pas de 1889. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Mais la question est combien de temps de notre vie doit appartenir au travail ? Est-ce qu'on vit pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour vivre ? J'ai dans mon entourage des amis qui décrivent leur job, leur métier comme des bullshit jobs. Donc bullshit job, je connais des gens de mon âge qui détestent leur travail. Alors pour moi, faire quelque chose qui ne me plaît pas serait impossible. Mais j'ai aussi fait le choix de l'insécurité. Donc moi, je fais un métier qui me passionne. J'adore enregistrer les épisodes de podcast. J'adore les écrire. J'adore enseigner. J'adore rencontrer mes élèves. J'adore aider les personnes à parler français. Mais c'est ma passion. Mes revenus ne sont pas fixes, mais je ne me vois pas faire un métier qui ne me plaît absolument pas. En revanche, je suis vraiment très impressionnée par les personnes qui ont mon âge et qui font un métier qu'ils détestent. Juste parce que voilà, ça paye les factures. Mais voilà, c'est un point de vue. Moi, je dis, la vie est trop courte. Alors, il y a deux avis. La vie est trop courte pour ne pas avoir un salaire fixe. Je suis d'accord. Et la vie est trop courte que pour faire un métier qu'on déteste. Je suis d'accord aussi. Donc, tu choisis ta voie. Moi, j'ai choisi la mienne. C'est pas la meilleure. C'est pas la plus simple. Mais c'est celle qui me convient. Alors, l'arrivée du 1er mai en France. Cette date entre vraiment dans l'histoire à la fin du 19e siècle, à partir du 1er mai de 1890 plus précisément. Ce jour-là, le monde ouvrier manifeste pour réclamer de meilleures conditions de travail. À Fourmies, dans une ville du Nord. Il faut savoir que le nord de la France était aussi très connu pour ses industries textiles. Beaucoup d'usines, tout le textile européen, très souvent passé par le nord. Il y avait une très bonne réputation. Donc là, on est en 1890. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement. Le nord, avec la mondialisation récemment, donc dans les années 1990, 2000, il y a eu donc la mondialisation et les entreprises de textile ont délocalisé. Et ces entreprises sont parties notamment en Asie où le coût de la main-d'œuvre était beaucoup moins cher, ce qui a fait du Nord, dans certaines villes comme Roubaix, un peu des villes abandonnées parce qu'il n'y avait plus de travail. Bref, je referme la parenthèse. Donc, le jour du 1er mai, le monde ouvrier manifeste pour réclamer de meilleures conditions de travail à Fourmies, dans une ville du Nord. Et c'est une fête. Bon enfant qui tourne
au drame. Il s'agit donc d'une cité ouvrière. Il y a plus de 16 000 habitants qui travaillent et vivent autour de l'industrie du textile. Au programme de la journée, manifestations, pique-niques, bal dansé. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Selon le préfet, aucun danger en perspective et la gendarmerie suffira à assurer l'ordre. Petite parenthèse, en France, toutes les manifestations sont encadrées par les forces de l'ordre, comme on les appelle, donc la police ou la gendarmerie, et elles doivent être signalées. Donc on doit demander l'autorisation pour manifester. Et normalement, la police dit oui. Donc les Français ne manifestent pas comme ça en dernière minute. Il y a des organisateurs qui soumettent le chemin, le parcours de la manifestation et la police est au courant. Donc pendant cette fête, les ouvriers réclament la journée de 8 heures, la création d'une bourse de travail, l'amélioration des conditions d'hygiène, ainsi que la création d'une caisse de retraite. Jusque-là, tout va bien. Le jour J, dès le matin, il y a des problèmes avec les gendarmes et il y a 4 ouvriers qui sont arrêtés et évidemment, la foule réclame leur libération. Suite à cette arrestation, ou à ces arrestations, 2 compagnies d'infanterie sont envoyées pour calmer la foule. C'est en 1891. Mais en fait, ça pourrait être quelque chose qu'on dit aujourd'hui, hein. Mais bon. Donc, les policiers sont envoyés, enfin la gendarmerie est envoyée pour calmer la foule. La fête reprend jusqu'à 18h45 environ. Et là, il y a des manifestants qui se rendent sur la place de l'église pour demander la libération des copains qui sont détenus. Et là, boum, badaboum, ça éclate. Les 300 gendarmes se font caillasser. Donc caillasser, c'est quand des gens lancent des cailloux. Les soldats reçoivent l'ordre de tirer en l'air. Mais la foule n'est pas du tout impressionnée et elle ne se disperse pas. Donc elle reste. Et cet affrontement a fait 10 morts, dont une petite fille de 11 ans et une trentaine de blessés. Le 4 mai 1891 ont lieu les funérailles des victimes en présence de plus de 30 000 personnes. Les meneurs du Parti ouvrier français sont eux arrêtés et condamnés pour provocation directe au meurtre à respectivement 6 et 1 an de prison. Après cette tragédie, Georges Clemenceau alerte ses collègues députés de l'importance de ce qui s'est passé à Fourmi et il dit « Il éclate aux yeux des moins clairvoyants que partout le monde des travailleurs est en émoi, que quelque chose de nouveau vient de surgir. Il y a quelque part sur les pavés de Fourmi une tache innocente qu'il faut laver à tout prix. » En 1903, un monument commémoratif sera élevé au cimetière de Fourmi en l'honneur des fusillés. Près de 50 ans plus tard, le 1er mai sous Vichy devient une récupération politique très importante à comprendre. Alors là, on arrive à une partie essentielle parce qu'elle est souvent mal connue ou pas connue du tout. Donc le 1er mai 1941, sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain, qui est un homme qui n'a pas fait que du bien, on est d'accord, fait du 1er mai une fête officielle sous le nom de fête du travail et de la concorde sociale. Comme tu vois, c'est quelque chose que les Français adorent mettre des noms à rallonge. Fête du travail et de la concorde sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bref, les travaux historiques disponibles sur Vie publique rappellent que Vichy réorganise profondément les rapports sociaux. Il interdit la grève, dissout les syndicats libres et cherche à encadrer idéologiquement la notion même du travail. Donc tu vois, il n'y a rien de démocratique là-dedans. Donc si Vichy reprend le 1er mai, ce n'est pas pour prolonger fidèlement la tradition ouvrière internationale, pas du tout. Au contraire, c'est pour la neutraliser, la dépolitiser s'il vous plaît et la réinterpréter encore mieux. On passe donc d'une journée de revendication collective et parfois conflictuelle à une célébration officielle du travail comme valeur morale, nationale, disciplinée et presque sacrée. Et le mot qui est important ici, c'est concorde. Parce que dans la logique de Vichy, on ne veut plus voir la lutte entre le patron et le travailleur. On veut effacer le conflit social au profit d'une vision hiérarchique et organique de la société. Chacun à sa place, chacun dans son rôle et surtout pas de contestation autonome. Ça veut dire pas de manifestation, pas de plainte.
chacun reste où il est. Et autrement dit, donc Vichy récupère le vocabulaire du travail, mais vide en grande partie le 1er mai de sa substance émancipatrice. Donc voilà, le but du 1er mai, c'est d'avoir plus de liberté. Vichy allait dans l'autre sens. Après la guerre, la République redonne au 1er mai son statut actuel. Donc après la libération, une date juridique importante arrive, c'est la loi du 30 avril 1947 qui fait du 1er mai une journée chômée et payée, une loi du 29 avril 1948 complète ensuite le dispositif. Et c'est là qu'on entre dans le modèle que beaucoup de Français connaissent aujourd'hui et peut-être que toi aussi, tu le connais aujourd'hui. Le 1er mai comme fête du travail, jour férié, jour chômé avec une protection particulière et juridiquement, c'est un jour à part. Le site officiel de l'administration française rappelle que parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf dans les secteurs où l'activité ne peut pas être interrompue, comme certains hôpitaux, transports. Et dans ces cas-là, les salariés qui travaillent ce jour ont droit à une indemnité supplémentaire équivalente au salaire de la journée travaillée. Donc parfois, ils sont payés double ou ils ont des primes. Alors, tous les salariés, sauf ceux de la restauration, car si tu viens à Paris le 1er mai, beaucoup de restaurants sont ouverts. Il n'y a que le 1er janvier où presque toute la ville est fermée. Vraiment, si tu viens à Paris le 1er janvier, il y a quelques restaurants qui sont ouverts, mais c'est assez rare. Donc précision encore, tous les salariés sont exclus, évidemment, les entrepreneurs, les professions libérales, comme si eux ne travaillent pas. Donc là, tu vois dans quelle direction je vais aller. Les salariés, ok, mais il n'y a pas que les salariés qui travaillent. Il y a plein de gens qui travaillent. Il y a aussi une autre catégorie de la population qui est exclue, et on n'en parle presque jamais, les mères au foyer, qui ont un métier. Élever une famille, c'est un métier. Alors évidemment, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de fiche de paye, mais c'est un métier. Imaginons, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, quand tu t'occupes d'un parent qui est malade, c'est aussi un travail. Par exemple, j'avais quelques élèves qui s'occupaient de leurs parents souffrants et qui ont arrêté de travailler pour s'occuper à temps plein. S'occuper d'une personne, même si ça fait partie de la famille, ça devrait être considéré comme du travail. Ça, c'est mon avis. Et donc, c'est uniquement pour les salariés. Tous les autres, ils ne comptent pas, ils n'existent pas. Et donc, voilà, si t'es profession libérale, bah tu comptes pas. Si t'es entrepreneur, tu comptes pas. Si t'es mère au foyer, tu ne comptes pas. Et si tu t'occupes de ton parent mourant, souffrant à temps plein ou d'un enfant qui est handicapé, eh ben ça ne compte pas, c'est pas du travail. Ok, très bien. Pourquoi pas? Mais alors pourquoi, durant cette sacrée journée du 1er mai, pour les salariés et pas pour les autres, on offre du muguet? Et là, c'est ma partie préférée. Parce que le muguet, pour moi, c'est un souvenir physique. C'est un peu une Madeleine de Proust. Depuis que je suis toute petite, mon père m'en achetait le 1er mai et ce parfum, si tu l'as déjà senti, tu sais de quoi je parle. Il est instantanément lié à ma mémoire et à cette journée. Il est unique, le parfum du muguet. Ça sent tellement bon. Ça sent l'été, ça sent le printemps. Et aujourd'hui, j'ai gardé l'habitude et beaucoup de mes proches l'ont aussi. On achète du muguet pour en donner. Donc, je vais en donner à des amis que je croise dans la journée, je vais en donner à mon amoureux, je vais en donner aux commerçants que je passe voir. Et donc, si je vais prendre un café quelque part, il y a de bonnes chances que j'en offre au serveur. Mais d'où vient cette tradition? À l'origine, dans le mouvement ouvrier de la fin du 19e siècle, la fleur du 1er mai n'est pas le muguet, c'est l'églantine rouge, une fleur très cultivée dans le nord de la France, là où se déroulent les grands rassemblements ouvriers, dont celui de Fourmi, dont on a parlé un peu plus tôt. Le rouge, c'est la lutte et c'est aussi le sang versé. Le muguet, lui, revient progressivement à la mode à la même époque, notamment grâce aux grands couturiers parisiens qui en offrent à leurs employés et clientes. Et Christian Dior en fera même l'emblème de sa griffe pour plusieurs collections. Mais, c'est sous Vichy. Eh oui, Vichy, en 1941 que le muguet est officiellement associé au 1er mai. Pétain
préfèrent la fleur blanche à l'églantine rouge, trop associée à la gauche, trop politique à son goût. Donc, quand tu offres et quand j'offre du muguet le 1er mai, en fait, sans le savoir, on perpétue une tradition qui doit en partie son existence au régime de Vichy. Et là, aïe aïe aïe. Alors, la vente du 1er mai est une scène typiquement française. Le 1er mai à Paris, tu vas croiser des petits stands de muguet un peu partout dans la rue. C'est une scène que j'adore. Ça sent le printemps, ça sent Paris, ça sent le jour férié. Bon, moi, je travaille quand même le 1er mai, attention. Et cette tradition reste économiquement importante, même si elle évolue. En 2024, il y a autour de 1,3 million de foyers qui ont acheté du muguet, contre 2,3 millions 5 ans plus tôt. Les prix ont augmenté, la concurrence entre fleuristes et la grande distribution est réelle et certains usages changent aussi. Si tu es écologiste, peut-être que tu n'as pas envie d'acheter un brin de muguet. C'est un choix aussi. Je ne peux pas te parler du 1er mai sans te parler de manifestations. Et là, je vais être très honnête avec toi. Chaque année, le 1er mai, je sais d'avance que ça va être compliqué dans Paris. Il y a toujours des tensions, il y a toujours des incidents, il y a toujours des cortèges qui bloquent des quartiers. L'année dernière, la manifestation est passée près de chez moi et je me suis retrouvée dedans par hasard. Il y a quand même une petite tension. Alors, je pense qu'il faut tout essayer dans la vie, absolument tout, y compris participer à une manifestation en France. C'est une expérience civique, ça fait partie de la culture du pays, la grève, la manifestation. Mais si tu veux te lancer, ne commence pas par celle du 1er mai. Si tu veux participer à une première manifestation en France, je te conseille la marche du 8 mars pour les femmes, qui défile pour les droits des femmes et qui a beaucoup moins de problèmes. Il y a des problèmes en fin de manifestation, mais en général, c'est beaucoup plus calme, paisible, l'ambiance est différente, c'est beaucoup plus accessible. Ou alors, tu peux aussi tout simplement faire la marche des fiertés, qui s'appelle aussi la Gay Pride, qui est franchement une fête qui est génialissime. C'est une fête dans la rue avec plein de joie, de couleurs, d'énergie, c'est trop bien à faire, au moins une fois dans sa vie. Alors, ce n'est pas un hasard si pour ces manifestations-là, les stations de métro ne ferment pas. Alors que pour les Gilets jaunes, pour la manifestation du 1er mai, en principe, normalement, les stations de métro sont fermées. Donc, ça te dit déjà quelque chose sur la manière dont l'État perçoit les différents types de mobilisation. En 2023, sur fond de réforme des retraites, le 1er mai a été exceptionnellement fort. 782 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur, c'est la police. Et 2,3 millions selon la CGT. La CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. C'est un syndicat très puissant en France. L'écart entre les deux chiffres, c'est déjà en soi une information sur la bataille du récit qui se joue ce jour-là. Donc, le ministère intérieur dit un chiffre et c'est toujours comme ça. Il y a eu 700 personnes selon le ministère intérieur et 7 millions de personnes selon les organisateurs de la manifestation. Ils n'ont jamais les mêmes chiffres. Je ne sais pas quels outils ils utilisent pour leur manifestation, mais c'est jamais les mêmes chiffres. Petite parenthèse concernant la CGT. Alors, c'est un des syndicats les plus puissants de France et dès qu'il y a une réforme, comme la réforme des retraites, ils sont actifs, ils sont là. Et dès qu'il y a une réforme, en général, la CGT, elle dit non. Elle dit non à tout. De mon côté, dès que je vois quelqu'un qui râle tout le temps, qui dit non à tout, qui ne veut pas travailler, je l'appelle la CGT. Je dis, oh la CGT, c'est bon. Non. Alors attention, je vais me faire passer pour une entrepreneuse macroniste. On va me dire la France de Macron. Je tiens à préciser que les syndicats doivent exister. Je ne suis pas contre les syndicats. Mais je trouve quand même que beaucoup exagèrent et que la plupart d'entre eux s'en foutent de savoir si le patron, celui qui a créé une entreprise, peut se payer un salaire ou non, car le patron, par définition, a tort et le patron doit être anéanti, le patron, il est méchant. Et moi, cette mentalité-là, je ne l'aime pas du tout. Donc, c'est pour ça, en général, CGT, entrepreneur, on n'est pas toujours d'accord. Alors, le 1er mai, est-ce que ce jour a encore du sens aujourd'hui? Et là, je vais peut-être en choquer certains. Tu me connais, je préfère être honnête. Je suis entrepreneur et la fête du travail,
telle qu'elle existe en France aujourd'hui, ne parle pas des entrepreneurs. Elle ne nous inclut pas, elle ne pense pas à nous. Et moi, ça m'agace profondément parce que le travail ne s'arrête pas le 1er mai quand tu es à ton compte. Et surtout, si tu as envie de travailler le 1er mai, qui peut t'en empêcher? Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Donc, si je suis disponible et qu'un élève me demande un cours ce jour-là, moi, je vais pas le refuser sous prétexte que c'est la fête du travail. Le travail, pour moi, c'est tous les jours et c'est un choix que j'ai fait en connaissance de cause. Mais le problème, c'est que la devise de la France, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Et pour moi, le 1er mai, les entrepreneurs, il n'y a pas d'égalité avec les autres travailleurs. Donc, les salariés ne sont pas fraternels avec les entrepreneurs et il n'y a pas d'égalité entre salariés et entrepreneurs. Et donc, là, je trouve que le 1er mai est un drôle de jour pour les entrepreneurs. Ça ne le comprend pas tout le monde. Et j'aimerais te raconter une petite histoire que j'ai déjà racontée dans ma newsletter l'année dernière autour du 1er mai. C'est une histoire complètement folle. En 2021, à Paris, il y a une boulangerie parisienne qui s'appelle Bohémie qui ouvre un de ses magasins. C'est boulangerie, restaurant rapide. Donc tu peux manger sur place, mais tu peux prendre à emporter aussi. Donc ils ouvrent un de leurs magasins, boulangerie, restaurant, un 1er mai. Les employés sont volontaires, ils sont payés double et tout le monde est d'accord. En plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent à travailler et qui veulent se faire de l'argent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, mais les salariés vont être forcés de travailler. » Dans ce cas-là, si les salariés sont forcés de travailler, allez créer votre propre travail. Voilà, on va me traiter de macroniste, mais c'est pas grave. Donc, les employés sont volontaires. Ils sont payés double et tout le monde est d'accord. Sauf que ouvrir une boulangerie en France le 1er mai est interdit. T'imagines le pays du pain? En France, il n'y a pas de boulangerie ouverte le 1er mai. Parce que c'est la loi. Ça me paraît absurde de le dire en 2026, mais c'est pas grave. Le résultat, donc, cette boulangerie a un contrôle surprise d'un inspecteur du travail qui, lui, travaille le 1er mai, soit dit en passant. Ok? Donc, un inspecteur qui représente le gouvernement travaille le 1er mai pour inspecter une boulangerie qui est ouverte le 1er mai. Donc, ils envoient un courrier menaçant, parce que c'est l'État, d'une amende de 80 000 euros. Après négociation, ils ont réduit l'amende à 10 000 euros si le gérant accepte sans discuter. Bon, ça a un nom, ça s'appelle du racket. Le gérant conteste, il explique sa bonne foi et il s'engage à ne plus recommencer. Après, silence pendant 4 ans, parce que l'État et la justice et l'administration traînent sur ce genre de sujet. Et patatrac, en 2025, il reçoit une convocation au commissariat de police. Et donc, en fait, l'affaire continue. Donc, pendant 4 ans, ils ne font rien. Et puis après, ça continue. Entre-temps, Bohémie a créé plus de 250 emplois à Paris. Il faut aussi préciser que c'était ouvert en 2021, période où on sortait à peine du Covid et des confinements et où économiquement, toutes les petites entreprises se sont pris la crise en pleine gueule. Et en plus, c'est ça qui est fou, les personnes qui travaillent pour le gouvernement, parfois, ils n'ont vraiment pas de jugeote. Une personne qui achète un pain ou une personne qui achète un sandwich paye de la TVA. Et donc, cette boulangerie récupère de la TVA, elle facture de la TVA qu'elle va donner à l'État. Donc, en plus, ils donnent de l'argent à l'État. C'est aberrant. Bref, je te laisse toi méditer là-dessus pour voir si tu trouves que c'est fou comme moi ou si tu penses que en fait c'est normal. Personnellement, moi ce type d'histoire ça me dépasse et ça me fatigue. Je suis contente de ne pas avoir une boutique, une boulangerie par exemple. Moi ça me rendrait complètement dingue de me dire j'ai envie d'ouvrir le 1er mai et en fait on me l'interdit. On m'interdit de travailler. On m'interdit de faire de l'argent, on m'interdit de contribuer à reverser la TVA pour mon pays. Je trouve ça, mais lunaire. Donc, une boulangerie qui crée de l'emploi, qui paye ses gens correctement, qui ouvre de bonne foi, on lui consacre des années de procédures administratives. Comme si le patron de la boulangerie n'avait pas d'autre chose à faire. Mais ça, encore une fois, ces gens-là, ils s'en foutent. Et donc, pendant ce temps, les restaurants sont ouverts le 1er mai, les hôtels aussi, les cafés aussi. Alors, où est la logique? Évidemment, encore une fois, on ne parle pas de l'inspecteur qui travaillait le 1er mai, ni de la menace de payer et d'en rester là. Enfin, c'est du vol. Le fonctionnaire, lui, il a la sécurité de l'emploi. Dans 20 ans, son salaire continuera à tomber. Celui du boulanger, on n'en sait rien. C'est une histoire typiquement française, malheureusement. Quelle mentalité!
Enfin, je te donne un autre exemple qui a le don de m'agacer aussi. Je suis née à Lille, près de Lille, dans le nord de la France. Et Lille, ville du Nord, région profondément marquée par l'histoire ouvrière, par le textile, par les mines. Le 1er mai, ligne de métro automatique ne fonctionne pas. Alors, je comprends le symbole, hein. Vraiment, je respecte la mémoire, le 1er mai, c'est important, les salariés, tout ça. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement ? Donc, les aides-soignants qui travaillent ce jour-là n'ont pas de transport en commun. Les auxiliaires de vie non plus. Les gens qui ouvrent les restaurants, qui font tourner les hôpitaux, qui s'occupent des urgences, eux, ils travaillent. La vie continue le 1er mai. Il y a des bébés qui naissent, il y a des accidents. Et donc, ce jour-là, en fait, ils se débrouillent. Alors que le métro à Lille, les lignes sont automatiques. Moi, je préfère en rire, en fait, parce que sinon... je vais encore m'énerver. Mais donc, certains avancent que, en fait, ils font des travaux le 1er mai. Mais comme tu viens de le voir, on l'a vu ensemble dans tout cet épisode, le 1er mai, c'est un jour chômé. Les gens ne peuvent pas travailler le 1er mai. Donc, comment font-ils des travaux le 1er mai alors que légalement, c'est un jour où les salariés ne devraient pas travailler? Donc, il y a des gens qui travaillent pour permettre aux travaux de ne pas fonctionner, pour honorer une journée où on ne travaille pas. Il faudra qu'on m'explique. Franchement, je te le dis du fond du cœur, hein. Besoin de mémoire, ok. Besoin de cohérence aussi. Merci. S'il vous plaît, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du 1er mai ? Qu'est-ce qu'on va fêter demain ? Donc, le 1er mai en France, c'est une date complexe, comme tu peux le voir. Elle est un peu stratifiée, pleine de contradictions. Elle n'inclut pas tout le monde et c'est exactement pour ça qu'elle est un petit peu intéressante. Donc, c'est la mémoire de fourmis et des 8 heures par jour. C'est la récupération par Vichy et le muguet blanc à la place de l'églantine rouge. C'est la reconnaissance juridique après la guerre, le seul jour férié obligatoirement chômé pour presque tous les salariés. C'est mon père qui m'offrait du muguet quand j'étais petite. C'est une boulangerie convoquée au commissariat 4 ans après avoir vendu des croissants et payer de la TVA de bonne foi. Ce sont ces entrepreneurs qui peuvent se prendre des amendes s'ils décident d'ouvrir leur commerce le 1er mai. C'est un métro à l'arrêt pendant que des soignants cherchent comment aller au travail. Le 1er mai dit quelque chose d'important, c'est les droits sociaux ont un prix, ils ont une histoire et ils sont pas tombés du ciel. Ok, ça je suis d'accord. En revanche, il dit aussi quelque chose qu'on entend moins. Une société qui protège le travail doit aussi savoir protéger ceux qui travaillent différemment. Les artisans, les indépendants, les entrepreneurs, les mères au foyer, les auxiliaires, tous ceux que la fête du travail oublie un peu trop souvent. Et la prochaine fois que tu verras un brin de muguet, pense au printemps, pense au bonheur, mais pense aussi au travail. Quelle est ta définition du travail ? Est-ce qu'elle rentre dans celle que j'ai décrite dans cet épisode ? Voilà, il y a plein de choses auxquelles on doit penser pour les membres du club. On va se voir lundi, il me semble, et j'aimerais vraiment qu'on continue cette conversation et qu'on discute ensemble de la fête du travail dans votre pays, ce qu'elle représente, à partir de quand le 1er mai est devenu un jour férié, si c'est le cas, si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il y a à la place. Bref, on a plein de choses à se raconter. Si tu n'es pas encore membre du club, tu peux nous rejoindre sur lefrançaisavecYasmine.com/club. Et pour tous les membres du club, on se retrouve et sur Discord et dans le live lundi prochain. Salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!